Alors, nous restons dans le domaine de l'anesthésiologie. Le conférencier suivant étant le docteur Thierry Pirotte, qui est chef de clinique en anesthésiologie aux cliniques universitaires Saint-Luc. Il est responsable du secteur anesthésie pédiatrique et chargé d'enseignement clinique, enseignant en Master 2 pour la partie anesthésie du cours de médecine aiguë avec le professeur Mamedi. Membre des comités de vigilance et d'hygiène hospitalière, toujours aux cliniques universitaires Saint-Luc, président de la Société belge d'anesthésie pédiatrique, membre du comité de gestion du fonds Bâle-Réunion, Fondation Roi-Baudouin, qui soutient la progression professionnelle des médecins anesthésistes réanimateurs en Afrique et en Amérique latine. Il est membre aussi de la commission de l'ARNB relative à l'utilisation du protoxyde d'azote, puisque c'est fait déjà, l'utilisation du protoxyde d'azote en octobre 2018. Il va nous parler de l'échographie et l'anesthésie pédiatrique, un mariage heureux qui profite directement aux enfants. Je vous écoute. Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin et de vous exposer un sujet qui me passionne maintenant depuis une quinzaine d'années. C'est la rencontre d'un outil, l'échographie, et d'une spécialité médicale assez délicate qui est l'anesthésie des enfants. Alors dans cette présentation, vous allez voir de nombreuses illustrations. Elles sont toutes issues de ma bibliothèque personnelle. Certaines d'entre elles ont un caractère éducatif, donc ne représentent pas toujours les conditions de stérilité qu'on utilise habituellement. Alors, les anesthésistes pédiatriques actuellement sont face à des patients qui ont une anatomie en évolution, des patients dont le poids va de 500 grammes à plus de 100 kg, avec de nombreuses variantes anatomiques. Des gestes précis à réaliser habituellement sous anesthésie générale, un risque accru de toxicité médicamenteuse quand on pense principalement à l'utilisation d'anesthésiques locaux chez le jeune enfant, et plus récemment, mais déjà depuis une bonne dizaine d'années, la prise en charge d'enfants qui ont vécu et survécu des situations extrêmement lourdes et graves, et qui auparavant mouraient peut-être, mais qui survivent maintenant, et donc on doit les prendre en charge dans nos blocs opératoires ou parfois même à l'extérieur de ces blocs opératoires. Donc il n'est pas étonnant de retrouver parmi les anesthésistes pédiatriques des pionniers de l'utilisation de l'échographie. On avait soif d'un outil simple qui répondait à des questions pas trop compliquées mais de manière rapide, et ce au chevet du patient. Donc il y a plusieurs anesthésistes pédiatriques en Europe qui ont été parmi les premiers à utiliser l'échographie. En Belgique, il a fallu attendre fin d'année 2004 pour voir l'utilisation d'échographie dans les blocs opératoires et pour que cela devienne officiel avec l'organisation d'ateliers pratiques. Par exemple, on a commencé en 2006 avec des collègues des Pays-Bas. La première communication et la première publication datent aussi de l'année 2006. Alors, l'échographie n'irradie pas, ne traumatise pas, il est bien accepté par les enfants. C'est d'ailleurs cela qui nous a permis d'utiliser nos propres enfants ou les enfants de collègues lors de nos nombreux ateliers pratiques qu'on a organisés ces derniers 10 ans. Nos patients actuellement sont extrêmement connectés. Vous les voyez tout le temps sur tout type d'écran, et on utilise cet caractère hypnotisant de l'image d'échographie qui est mobile pour les distraire, ou parfois les focaliser, ou parfois même faire des techniques d'hypnose dans les cas où on doit faire des techniques réalisées sous anesthésie locale. Les lois physiques sont tout à fait en faveur de l'enfant. Vu leur gabarit réduit, il est extrêmement rare de devoir aller voir sous la peau à une distance au-delà de 3, 4, 5 cm, ce qui est habituellement le cas chez l'adulte. Donc on peut régler nos machines d'échographie pour utiliser des fréquences d'émission d'ultrasons qui restent dans la gamme des hautes fréquences. Donc les hautes fréquences vont donner une très bonne résolution dans les premiers centimètres, alors que les basses fréquences peuvent aller plus loin mais diminuent leur résolution. Donc vous voyez par exemple ici une artère radiale d'un nouveau-né. C'est une artère radiale dont le diamètre est de l'ordre de 2 mm. Lors des ponctions également, on utilise ce facteur de faible profondeur pour pouvoir amener nos aiguilles
avec une angulation extrêmement réduite, presque parallèle à la surface de la sonde d'échographie, ce qui nous donne un très bon écho. Et vous voyez par exemple ici la réalisation d'un bloc de la paroi abdominale avec une aiguille qui cherche une cible entre les 3 plans musculaires de la paroi abdominale qui se situe à 4 mm sous la peau et à 2-3 mm du tissu hépatique. Mais cette précision nous permet quand même de réaliser ce genre de geste. Alors l'anatomie est également en faveur des enfants. Je vous montrerai ici que 2 exemples. Le premier est le rachis, qui à la naissance est toujours en cours d'ossification. Donc vous voyez tous les processus postérieurs vertébraux qui sont encore cartilagineux, ce qui nous offre une extrêmement large fenêtre échographique permettant d'analyser le canal rachidien chez l'enfant. Le deuxième exemple, c'est l'orientation des vaisseaux du cou et du tronc, qui chez l'enfant, en dessous de 1 à 2 ans, ont une orientation beaucoup plus crâniale. Donc ces vaisseaux arrivent du creux axillaire et partent un petit peu plus crâniales que chez l'adulte, ce qui nous permet d'avoir une visualisation beaucoup plus large, ce qui est impossible chez le patient adulte. On voit par exemple ici une image panoramique des veines sous-clavières, jugulaires externes, tronc brachiocéphalique, tronc innominé, et même la partie initiale de la veine cave supérieure qui passe à la droite de la crosse aortique. Alors la première raison d'achat d'une machine d'échographie par les anesthésistes dans les années 2005-2006 était la réalisation de blocs nerveux périphériques. En ce temps-là, on faisait encore des techniques de blocs nerveux à la palpation avec des techniques de perte de résistance. Donc maintenant, on appelle ça des techniques réalisées à l'aveugle. On s'est rapidement rendu compte, et un des exemples bien connus, c'est le bloc du nerf ilio-inguinal ilio-hypogastrique. On s'est rapidement rendu compte que les repères anatomiques qu'on utilisait, par exemple le quart latéral de la ligne qui relie l'ombilic à l'épiniliaque antéro-supérieur, n'étaient pas des repères extrêmement précis. On avait étudié ça déjà en 2005 en mesurant par échographie où se trouvait le nerf ilio-inguinal. Il ne se trouve jamais au quart latéral qui était le repère qu'on nous conseillait d'utiliser. Donc on peut imaginer qu'avec ces techniques réalisées à l'aveugle, on avait une diffusion assez aléatoire de l'anesthésie locale qui pouvait être inefficace, avec pour ce type de bloc un taux d'échec de l'ordre de 30%, quand même important. Et parfois, lorsqu'il y avait un peu d'anesthésie locale, par exemple, qui passait dans le plan profond du muscle transverse, un bloc du nerf fémoral qui invalidait le patient qui ne pouvait par exemple plus rentrer à la maison. L'échographie, vous le voyez sur ces images, nous a apporté de la précision et aussi une réduction du volume d'anesthésie locale. On est passé de 0,3 ml/kg à 0,1 ml/kg sous échographie. Lorsqu'on doit endormir des nerfs moteurs, jadis on utilisait la stimulation électrique. Vous voyez ici le mouvement du pied à la recherche du nerf sciatique. Ces stimulations pouvaient être douloureuses s'ils étaient réalisés chez un enfant éveillé. On devait utiliser de larges volumes d'anesthésiques locaux parce qu'on avait une précision en position d'aiguille, mais pas de contrôle sur la diffusion de l'anesthésique locale. Donc on devait utiliser des volumes assez larges, avec un risque de toxicité aux anesthésiques locaux, un risque d'injection intraneurale par exemple. Quand on est passé à l'écoguidage en temps réel des aiguilles, on a pu se passer de la neurostimulation, on a pu observer le nerf sciatique par exemple ici, vous voyez les 2 composants du nerf sciatique ici, observer les aiguilles approcher et surtout réaliser une diffusion circonférentielle d'anesthésique locale autour du nerf, et l'injection se termine au moment où on a une injection circonférentielle. Donc on a réduit de nouveau largement les volumes utilisés. On avait pu prouver en son temps qu'on utilisait maintenant 0,25 ml/kg par rapport aux 0,4 ml/kg qui était conseillé en neurostimulation. Alors les blocs nerveux centraux, on pense principalement à l'anesthésie caudale, l'anesthésie péridurale, classiquement basée de nouveau sur de la palpation, avec une courbe d'apprentissage relativement longue. De nouveau un risque de toxicité aux anesthésiques locaux, parce que dans ce genre de bloc, on utilise des volumes assez larges d'anesthésiques locaux, et on les injecte dans un espace qui est richement vascularisé, l'espace péridural. Le succès de ces techniques réalisées sous anesthésie générale était classiquement testé par le chirurgien. C'est l'incision chirurgicale qui va nous montrer s'il y a des réponses hémodynamiques du patient au moment de l'incision, et à ce moment-là, on sait si le bloc fonctionne. L'échographie va apporter plusieurs éléments. Le premier, c'est de pouvoir diagnostiquer les contre-indications. Vous voyez ici
un enfant qui avait un kyste arachnoïdien, tout à fait asymptomatique, sans faire l'échographie, on ne l'aurait jamais vu, mais ce kyste contre-indique la réalisation d'une anesthésie caudale. Et dans la réalisation du geste, on peut voir, par exemple, les cornes de l'hiatus sacré, qui sont parfois facilement palpables, mais parfois difficilement palpables. Donc on peut raccourcir la courbe d'apprentissage de nos jeunes collègues. Il détecte aussi la diffusion de l'anesthésique locale. Vous voyez ici l'injection d'une caudale avec la dure mère postérieure qui a un refoulement ventral. Donc on remplit un espace situé au-dessus de la dure mère et en dessous du ligament jaune. Et donc notre anesthésique locale qui est injecté, il peut être monitorisé par échographie et on peut voir jusqu'à quel niveau on monte en comptant simplement les corps vertébraux. Une diffusion, comme vous avez vu sur cette vidéo ici, est une diffusion dans l'espace péridural postérieur, qui est habituellement une diffusion à basse pression, donc avec un faible risque de résorption intravasculaire. Lorsqu'on observe sous échographie une diffusion dans l'espace péridural antérieur, ou alors la présence de larges septa dans l'espace péridural, ça ce sont des signes indirects qu'on a un risque augmenté de résorption intravasculaire parce que la pression dans l'espace péridural antérieur est supérieure, alors qu'au niveau des septa, certains septa peuvent lâcher au moment de l'injection et on sait que dans ces septa, il y a des vaisseaux périduraux qui courent. Le dernier point, c'est qu'on va tester le succès de la technique avant que le chirurgien ne touche le patient. Vous voyez ici par exemple une vidéo où un cathéter péridural thoracique a été placé. Et lorsqu'on injecte dans ce cathéter péridural, on voit de nouveau le déplacement ventral de la dure mère postérieure qui signe bien qu'on est en train de remplir l'espace péridural de cet enfant. On sait avant l'incision chirurgicale que notre cathé est placé dans la bonne position. Un des points extrêmement importants de l'échographie en anesthésie, c'est l'aide à l'accès vasculaire. On pense principalement chez l'enfant à l'accès veineux central. Et vous pouvez imaginer facilement que chez nos plus jeunes patients, on ait plus de difficultés à placer ces cathéters-là que chez des adultes. On voit par exemple que chez un nouveau-né, la jugulaire interne a un diamètre de 4 mm. Alors imaginez un petit peu les veines de ces petits patients-là qui se retrouvent maintenant sur nos tables d'opération. Alors classiquement, à l'aveugle, il y avait beaucoup plus de complications chez l'enfant que chez l'adulte. Quand on voit la bord jugulaire interne, par exemple, on était à une incidence de ponction carotidienne accidentelle de 8% chez l'adulte. Ça la montait jusqu'à 25% chez les jeunes enfants. Le problème, c'est que l'expérience et l'examen clinique sans échographie n'aident pas tellement parce qu'il y a beaucoup de situations sous-cutanées qu'on ne peut pas diagnostiquer avec la palpation. L'échographie, par contre, va nous montrer toutes sortes de situations qui rendent les ponctions difficiles. Donc on voit ici une anatomie normale de la jugulaire interne, qui est latérale et antérieure par rapport à la carotide commune. Une variante anatomique qui représente à peu près 1% de nos patients, c'est assez rare, mais ici une jugulaire interne qui se situe entre la glande thyroïde et la carotide, donc tout à fait médiane. Sans échographie, il est impossible de trouver cette veine-là. La présence de différents ganglions qui sont fréquents chez l'enfant, ou la présence d'un thrombus intraluminal. Alors, suite à ces apports de l'échographie pour l'accès vasculaire, il est clair que l'avantage principal, c'est d'éviter les tentatives de ponction sur des sites qui sont difficiles ou impossibles. Donc, on a pu faire un diagnostic avant la ponction et on a pu, grâce à des ponctions précises, que vous voyez ici sur cette vidéo, réduire de manière drastique le taux de complications. Dans les études récentes de ponction de jugulaire interne par échographie, même chez le jeune enfant, on a une incidence de ponction carotidienne qui est entre 0 et 1%, donc venant de ces 25%. Donc suite à ces données, de nombreuses recommandations nationales et internationales sont apparues qui demandent aux cliniciens d'utiliser l'échographie dès que cela est possible. Alors au départ, la description échographique pour l'accès vasculaire chez l'enfant était uniquement décrite pour la jugulaire interne. C'était nos collègues anesthésistes cardiaques qui, dans leur salle d'opération, avaient une machine d'échographie et donc ont décrit l'utilisation de l'échographie pour ponctionner la jugulaire interne. Cela nous posait un problème en pédiatrie parce que, comme vous le voyez, ces petits patients n'ont pas de cou. On leur crée un cou pendant l'anesthésie pour avoir un accès, mais après, une fois dans leur lit, à l'étage, ils n'ont pas de cou et on aimerait bien avoir des techniques de pose de voie centrale un peu plus
bas situé autour de la clavicule. Cela nous a pris un peu de temps et notre équipe avec le professeur Weckmans, on a trouvé une technique qui permettait de visualiser et de ponctionner la veine sous-clavière chez le jeune enfant. Donc maintenant, on a différentes possibilités. On a l'abord du tronc brachiocéphalique, on a l'abord de la veine sous-clavière et on a même chez le plus grand enfant l'abord de la veine axillaire. On en arrive à un protocole extrêmement complet de mise en place de cathéter veineux central chez l'enfant avec une ponction précise. Vous voyez ici une aiguille, ça c'est la clavicule, une aiguille qui passe sous la clavicule, qui va dans la veine sous-clavière, qui passe au-dessus de l'artère mammaire interne et se retrouve dans le tronc brachiocéphalique. C'est l'endroit idéal pour déployer le guide métallique. Il y a un petit peu plus de place à cet endroit-là. Une fois que le guide est introduit, on peut par échographie vérifier que le guide part du bon côté. Vous voyez ici le guide qui avait tendance à passer de l'autre côté. Et on le remobilise pour le faire descendre dans la veine cave supérieure, donc bien à droite de la crosse aortique. Une fois que le geste a été réalisé, et surtout si le geste a été compliqué, on peut aussi utiliser l'échographie pour détecter des complications. On pense principalement au pneumothorax et à l'hémopéricarde. Comme on peut examiner les veines du cou, du thorax, on peut évidemment examiner les veines du bras. Alors, les veines du bras, vous voyez un exemple ici où on voit les vaisseaux brachiaux, différents nerfs, la veine basilique, a permis de travailler à mi-bras, donc c'est-à-dire au-dessus du pli du coude, une zone extrêmement intéressante qui permet de déposer différents cathéters. Il y a les cathéters périphériques longs, ou appelés midline, ou alors les cathéters à insertion périphérique, mais qui sont des cathéters centraux, les PICC line. Grâce à ces deux nouveaux cathéters, on a un panel beaucoup plus large de dispositifs intraveineux utilisables chez l'enfant, et le paysage a tellement changé que le Conseil supérieur de la santé nous a demandé de créer un groupe d'experts et de voir un peu pour remettre en lumière les recommandations sur l'accès veineux chez l'adulte et chez l'enfant. Alors l'échographie comme outil diagnostique, quand on pense à l'anesthésie ou à la médecine aiguë, on pense souvent à des questions relativement simples, mais qui demandent des réponses rapides. On pense principalement à la présence de liquide et d'air libre dans les cavités abdominales et thoraciques. De nouveau, la particularité pédiatrique fait que l'examen n'est pas nécessaire au-delà de 5-6 cm, et donc on peut souvent se contenter d'un équipement standard qui se retrouve maintenant dans tous les blocs opératoires, qui est une sonde d'échographie linéaire à haute fréquence. Je vous montre ici quelques exemples en utilisant cette sonde de la recherche de liquide, un globe urinaire, du liquide libre dans l'abdomen qui peut être de l'acide ou un hémopéritoine, un épanchement pleural et la recherche de liquide dans le péricarde. Le pneumothorax est un exemple bien connu qui a vraiment fait évoluer la manière de faire un diagnostic d'un problème aigu. L'observation du glissement pleural ici entre deux côtes exclut totalement le décollement pleural. Donc il est sûr qu'à l'endroit examiné, la plèvre n'est pas décollée, donc il n'y a pas de pneumothorax. Donc on va évaluer la surface thoracique de l'enfant et pouvoir déterminer s'il y a un décollement pleural et si celui-ci est étendu ou pas. Alors lorsqu'on n'observe pas de glissement pleural entre deux côtes, normalement c'est un pneumothorax. Il y a quelques faux positifs, mais ces faux positifs se retrouvent beaucoup plus chez l'adulte que chez l'enfant. Donc on pense à l'emphysème majeur, à la pleurodèse, à la pneumectomie. Donc chez l'enfant, la sensibilité et la spécificité de cet examen échographique est extrêmement proche du scanner et bien meilleure que la radio de thorax de face. Vous savez qu'un petit pneumothorax antérieur n'est parfois pas vu sur une radio de thorax de face. La dernière application que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'échographie gastrique. Vous savez que pour faire une anesthésie générale, on demande que l'estomac de nos petits patients soit vide pour diminuer le risque de pneumonie d'inhalation. L'échographie permet assez facilement de vérifier la vacuité gastrique. On peut vérifier si l'estomac est vide ou non, et s'il n'est pas vide, on peut en typer le contenu. Vous voyez ici un antre gastrique qu'on observe en coupe sagittale sous le lobe gauche du foie, qui est vide, qui est plat, avec du liquide, avec du lait. Il faut le voir en dynamique parce que c'est extrêmement mobile, et avec des solides. Donc on peut, nous, en anesthésie, planifier notre anesthésie, voir à quelle heure on peut endormir le patient, déterminer le type d'induction, est-ce qu'on fait une induction normale, une induction rapide, est-ce qu'on protège les voies respiratoires ou pas.
Suite à toutes ces études échographiques sur l'estomac et aussi à certaines études d'IRM, on a réanalysé la vidange gastrique chez l'enfant. Et on s'est rendu compte que chez les sujets sains, le liquide clair s'éliminait de l'estomac en 60 minutes chez la toute grosse majorité des patients. On a été donc poussé, avec la Société européenne d'anesthésie pédiatrique, de revoir les recommandations de jeûne chez l'enfant. Et très récemment, la Société européenne d'anesthésie pédiatrique a édité de nouvelles réglementations qui permettent aux enfants de boire 1 heure avant l'intervention et non 2 heures avant, comme c'était décrit auparavant. Ceci peut améliorer largement le confort de ces enfants. Alors j'espère avoir pu vous montrer que c'est un mariage heureux entre un outil et une spécialité tout à fait passionnante. Je prendrai juste peut-être 2 minutes de votre temps pour parler de ce qui se passe un peu au-delà de nos frontières. Et j'ai eu la chance de réaliser une quinzaine de missions dans nos pays du Sud. Et c'est un peu une manière de remercier également mes maîtres, qu'ils soient anesthésistes ou chirurgiens. Je vous donnerai 3 exemples. En Éthiopie, on était face à une réelle morbidité, mortalité liée à l'anesthésie, par un défaut d'équipement, de surveillance et d'autres raisons. Et donc le fait de pouvoir leur apprendre à endormir uniquement un bras ou une jambe, se passer d'anesthésie générale ou faire une anesthésie générale plus légère a été un réel bénéfice pour eux, même si on utilisait, vous voyez, vraiment d'anciennes machines d'échographie. Au Vietnam, nous allons depuis quelques années pour faire des greffes hépatiques pédiatriques. Et là, de nouveau, on se trouve à une équipe d'anesthésie extrêmement jeune, mais avec des hôpitaux extrêmement grands, 1000 lits pédiatriques par exemple, avec une demande de cathéter veineux central qui est extrêmement important. Ils placent entre 10 et 12 cathéters veineux centraux chez l'enfant par jour. Et donc le fait d'avoir pu leur apprendre ces techniques-là et de revenir 2 ans après et de voir que toute l'équipe utilise ces techniques-là était extrêmement important pour eux et gratifiant pour moi. Le dernier exemple, c'est le Bénin, qui est un pays extrêmement important dans l'Afrique francophone subsaharienne, parce qu'il forme non seulement les médecins anesthésistes réanimateurs du Bénin, mais aussi d'autres pays. Et donc je suis depuis quelques années impliqué dans le fonds Bâle-Réunion, qui offre des bourses. Donc ça a été publié récemment dans le champ de vision l'année passée. Mais on va aussi sur place faire des enseignements. Et là, de nouveau, une fois de plus, on s'est rendu compte que l'échographie va être quelque chose d'extrêmement important pour eux dans les années à venir, parce que ce sera le seul outil diagnostique et thérapeutique qui pourront se payer. Les autres choses, parfois des scanners, c'est impossible d'acheter, par exemple. Et donc, on essaye de pousser au maximum l'utilisation de l'échographie en anesthésie et réanimation. Juste un petit mot pour dire que le professeur Bâle a reçu cette année-ci le Humanitarian Award de la Mayo Clinic pour son travail de longue haleine, pour la gestion de son fonds et pour l'impact extrêmement important que ça a eu chez nos collègues du Sud. Donc l'échographie est vraiment une innovation en anesthésie. Il a été décrit comme une des 3 innovations les plus importantes ces 10 dernières années, avec le monitoring de la profondeur d'anesthésie et l'utilisation réfléchie des cureurs. Et donc nos prédictions de 2006 semble se vérifier. J'avais dit à ce moment-là que l'échographie deviendrait probablement une version moderne de nos stéthoscopes. Et cette année-ci, on m'a demandé de parler dans un mois de l'échographie, mon nouveau stéthoscope. Je vous remercie. Merci beaucoup pour nous avoir démontré les avantages incontestables de ce mariage, effectivement. Y a-t-il des questions? Ou d'autres? Il y en a 3. Oui. Le troisième micro. Ah là. Merci beaucoup pour ton bel exposé et la richesse de la documentation que tu as fournie. J'aimerais savoir quelle est l'importance de l'appareillage. Je me souviens des premiers appareils au début des années 2000, on n'avait pas des images de cette qualité-là. Et comme tu l'as souligné, dans certains pays africains, on utilise de vieux échographes. Quelle est l'importance de l'appareillage? Est-ce qu'on peut encore s'attendre à des améliorations dans le futur? Je crois qu'actuellement, dans nos pays, on a des machines d'échographie de très haute qualité. Quand
je vais montrer des images que j'ai faites à nos radiologues. Ils sont parfois surpris de la qualité d'image qu'on a. Donc je crois qu'une grosse évolution n'est pas spécialement nécessaire actuellement. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans, nous avions des machines qui donnaient parfois une impression que le nerf était là et on devait le confirmer par la neurosimulation. Donc il y a eu une période intermédiaire entre les deux où on faisait un geste sous échographie et on le confirmait par neurosimulation. Si on doit aider nos collègues du Sud avec un appareillage réduit, il faudra bien leur expliquer cette étape-là, et c'est l'importance des gens un peu plus anciens, dont je commence à faire partie, pour pouvoir faire parler de ce qu'il y avait avant. Nos nouveaux internes ne connaissent que l'échographie et ne savent plus ce qu'on avait fait avant. Maintenant, la description, par exemple, qu'on avait faite sur la ponction de la veine sous-clavière chez l'enfant, c'était avec nos toutes premières machines, donc avec des qualités assez réduites. Y a-t-il encore une question? Bon, merci aussi pour cet exposé et dire que c'est aussi une évolution de la médecine qui est l'usage évidemment de techniques par d'autres métiers que ceux auxquels il était prévu au départ. Je me rappelle au départ d'une certaine irritation des radiologues quand on utilisait parfois des échographies ou des échographes en médecine néonatale. Mais c'est aussi une rapidité aussi, parce que quand on possède bien la technique, on va aussi très vite au but. Et donc, c'est vrai que la multidisciplinarité fait qu'il faut vraiment pouvoir partager les techniques entre les différents spécialistes. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut être diplomatique quand on introduit un nouvel outil dans une spécialité, surtout si cet outil vient d'une autre spécialité. Moi, j'ai beaucoup collaboré avec eux, vu où étaient nos limites. Le problème aussi, quand on commence à utiliser cet outil, on pense qu'on peut faire plein de choses. Il y a eu une période comme ça où on a décrit encore beaucoup plus de choses que je vous ai décrit aujourd'hui, mais il faut se limiter, il faut qu'il y ait des preuves scientifiques, et il faut que ce soit utilisable par tous. S'il n'y a que certains experts qui peuvent le faire, ce n'est pas intéressant. Il faut que l'écolage soit possible. Donc il faut se limiter à des choses, mais alors on est certain de nos réponses. C'est mieux de se limiter à des choses plus précises, mais alors d'être réellement certain de nos réponses qu'on donne. Ok, merci beaucoup.